Jules Renard, Minute d'horloge, la truite. Julien n'est pas pêcheur de son métier. Il ne pêche que lorsqu'il a le temps, et s'il attrape un poisson, il le garde. Or, il vient de prendre une belle truite qui pèse au moins 2 livres. C'est si rare qu'il se sent tout pâle et il se presse de la porter à sa femme pour qu'elle la fasse cuire. Sur le chemin, il rencontre le maître d'école et lui montre la truite au creux de sa blouse. Mais qu'est-ce que tu vas en faire dit le maître d'école. La manger, dit Julien. Toi, tu mangerais une truite, dit le maître d'école railleur. Mais tu n'aurais pas honte. Il te faut du poisson de riche maintenant. Rien n'est trop délicat pour ta fine bouche. Veux-tu porter plus vite que ça ta truite au monsieur et la lui vendre 30 sous la livre? Réfléchis donc, pauvre Julien. Une fois la truite mangée, que te resterait-il? Les arêtes. Et quand ce qu'un ménage de malheureux comme le tien peut vivre 2 jours avec les 3 francs du monsieur. Si même tu as envie de te bourrer une fois par hasard, ben achète-toi au moins un bon morceau de viande qui te profite. C'est vrai, dit Julien. Aussitôt il accourt m'offrir la truite. Fraîche comme si elle sortait de l'eau, elle palpite dans sa légère cotte d'écailles vert et or. Je me régalerai ce soir. Le pied de Jérôme. Votre pied va-t-il mieux, Jérôme? Un petit peu aujourd'hui, brave monsieur, à cause du vent du nord. Si faisait un temps d'orage, allez marcher, je garderais le lit. Mais où diable avez-vous pris ça? Ben, j'en sais rien. Quand j'ai vu le médecin, il m'a dit Oh, j'arrive trop tard, Jérôme, il fallait soigner votre pied au commencement. Il parlait à son aise, est-ce qu'on peut lâcher le travail? On laisse venir la maladie. Des fois, elle s'en va toute seule. Des fois, elle revient et des fois, elle reste. Allez, marchez. Oh, le médecin m'a fait souffrir. Il me tortillait, me piquait le pied et m'y mettait le feu comme à une souche. À la fin, je lui ai dit Oh, je veux bien souffrir, monsieur le docteur, mais je veux savoir si je souffrirai longtemps. Il m'a répondu Jérôme, vous n'en mourrez pas, mais vous ne guérirez pas. Seulement, je peux vous couper votre jambe. J'ai crié Ah non, par exemple, jamais de ma vie, et je me suis fâché. Il est parti sans me dire ce que j'avais, le mal ne me quitte plus. Attendez qu'une nuit, je me crois sauvé. Je sens que mon pied perce. J'appelle ma fille qui dormait. Viens voir, il se rend. C'était une farce du malheur. Il y avait un trou, mais rien ne sortait, rien de ce pied aussi entêté qu'une cornemuse et aussi rouge que le soleil. Or ma fille me dit Papa, on vous a jeté un sacrilège aux pieds. Et elle va se recoucher. Heureusement, vous avez des économies. Allez marcher, pas la queue d'une. J'ai été bête, j'avais gagné quelques sous. La bâtisse m'a perdu. J'ai fait bâtir d'abord une maison, et après une grange, et après une écurie, au lieu de garder mes sous que j'aurai encore. Vous louez une partie de votre maison, votre grange, votre écurie. Et mes enfants, mais j'en ai 3, mariés, pas plus riches que leur père. Et comme de juste ils logent chez moi, ça leur épargne un loyer. Ils ont assez de peine pour vivre sans m'aider. Voilà ce que mes bâtisses me rapportent. Alors de quoi vivez-vous? La commune me donne 10 livres de pain par semaine et je cherche le reste quand je peux me traîner sur mes genoux de porte en porte. Je serais plus capable de faire un fagot, même sur une chaise, si on m'apportait les branches. Pour les gens de notre misère, après le travail, il n'y a plus de possibilité que la fin de tout. Mon pauvre vieux, allez, prenez encore cette pièce de 10 sous pour patienter. Bon, cher monsieur du bon Dieu, je me doutais de votre charité. J'avais honte, j'osais pas déjà repasser devant votre porte.
Je trouvais que c'était un peu tôt, et que de cette manière vos pièces de 10 sous seraient trop près l'une de l'autre. La prochaine fois, les marchés, je les écarterai davantage. Le sabotier. Pas d'enseigne à la boutique, pas de rideau à la fenêtre, pas de papier collé où les carreaux manquent. On ne distingue d'abord du sabotier que le poil de son estomac nu. Sa figure est emmaillotée à cause d'un abcès renouvelé chaque saison. De la sabotière, on ne voit qu'une dent qui tire l'œil et qui empêche de regarder le reste du visage. Le petit garçon n'a encore jamais rien mis sur sa tête. Pour savoir s'il est un bel enfant, il faudrait le laver, comme si on voulait le noyer et ne pas craindre de changer l'eau du baquet. Il ne montre de propre que ses yeux, quand les paupières se relèvent. Il ne répond pas à mes flatteries. Est-ce mutisme ou timidité? Ses parents nous l'expliquent mal, tant les effarent la visite de ce monsieur et de cette dame qui viennent acheter des sabots. Madame dit sa pointure, mais le sabotier n'en a pas besoin. C'est plus simple de choisir dans cette rangée de sabots pendus par le talon au fil de fer que traverse la boutique. Il suffit de les essayer tous. On ne vend guère de sabots l'été, dit-il. Et nous sommes déjà sortis, mais ce sera tout de même le diable si vous ne trouvez pas une paire à votre convenance. Et déjà, le sabotier place d'équerre son sabot au nez du mien, afin que je pousse ferme et que j'entre. Je désire, dit madame, des chaussons avec. Excusez, dit la sabotière, nous ne tenons pas le chausson, c'est l'épicière qui le débite. Ça ne fait rien, on achètera les chaussons après, et on garde leur place dans les sabots. Voulez-vous, dit madame, avoir l'obligeant de me prêter le tire-boucheton? Mais le sabotier qui s'agenouille devant elle préfère se servir du crochet de son doigt. Puis à notre demande, il additionne en marge d'un vieux journal des chiffres connus de lui seul. On entend toutes les mouches voler. Le petit garçon cesse de remuer une boîte de clous, et comme des danseurs gauches, les sabots s'arrêtent sur leur fil. La sabotière plisse le front, tandis que son mari calcule, et elle suit le va-et-vient du crayon nain qui pique à plusieurs reprises le même chiffre aux lèvres du sabotier avant de le poser sur le journal. Ça fait 5 francs 2 sous, dit-il. Oh, ça fera 5 francs net. Nous acceptons les 2 sous. Il y gagne toujours assez. Madame voudrait quelque chose pour envelopper les sabots. Mais, cher ami, lui dis-je, ne voyez-vous pas que ces sabots sont attachés deux à deux au moyen d'une ficelle? C'est non seulement parce que les deux font la paire, c'est encore afin que je puisse les mettre à cheval au bout d'un bâton et les porter sur mon épaule à travers le village, en sifflant et chantant, comme si nous revenions d'une fête lointaine. Le bon numéro. Ce matin-là, comme c'était l'heure, Jacques entra seul à la mairie pour tirer au sort, et son père ému resta devant la porte. Le petit Paul vint à passer. Écoute, lui dit le père de Jacques, fais vite ta prière pour que mon fils amène un bon numéro. Le petit Paul, qui était un enfant docile, s'agenouilla sur la route, joignit les mains, le bout des doigts à hauteur du front, et remuant les lèvres très vite, il récita une prière qu'il savait par cœur. Et sa prière finie, il se releva. Le père de Jacques, moins agité, lui prit la main, et tous deux attendirent. Et bientôt Jacques sortit de la mairie, le visage rayonnant. Il avait un bon numéro. Tu vois, dit le père de Jacques au petit Paul, il n'en faut pas plus. C'est le meilleur moyen et ça ne manque jamais.
Tout fier, le petit Paul se mit à chanter une chanson qu'il savait aussi par cœur. Et 12 ans après, devenu homme, il dut tirer au sort à son tour. Il n'eut pas de chance. Il amena un mauvais numéro. Il partit comme soldat pour la guerre et perdit une jambe à la bataille. Ainsi Dieu se rattrape toujours. Le malheur. Vous avez un beau jardin, André. Oh, monsieur, il était bien mieux entretenu avant le malheur. Mais j'ai plus de goût. Je ne ramasse pas les arbres morts. Il y avait trop de légumes pour une personne seule, et je mets la moitié du jardin en luzerne. Je ne connaissais pas cette auge à côté du puits. Je l'ai fait faire à moi avant le malheur. Mais je ne me trompe pas, la paille du toit de votre maison est neuve. Oui, l'autre était pourrie, fallait la changer. Sans le malheur, arrivé juste comme on jetait la vieille paille, j'aurais mis une couverture en ardoise. Si c'est plus cher, c'est plus propre et l'ardoise dure longtemps, mais je trouve la paille assez bonne pour moi. Elle durera bien autant que je durerai. Ah, ce coin de cheminée menace de tomber. Viens donc, j'ai dit au maçon d'y coller un peu de mortier. Et depuis le malheur, bon, j'ai oublié de leur dire. Ça reste comme c'est. Et vous recevrez une brique sur la tête. J'y pense plus. Avant le malheur, je faisais attention. Depuis, j'ai l'habitude. Je rentre et je sors par la porte sans même lever les yeux. Tiens, mais voilà un carreau cassé. Oui, je ne me presse pas de boucher le trou avec une feuille de journal. Avant le malheur, vous n'auriez pas été capable de trouver une araignée dans la maison. Aujourd'hui, elles accrocheraient leur toile à ma blouse et on changerait une brouette de poussière. Mais le soir, ma belle-mère vient faire mon lit. Elle ne ferait pas que je coucherais habillé sur l'édredon. Et si elle ne faisait pas ma soupe, je mangerais mon pain sec. Elle est bien bonne de s'occuper de moi au lieu de rester chez elle. Je n'irai pas l'appeler. Je ne cherche à voir personne. Mais peut-être qu'elle aime à venir ici à cause du malheur. Elle regarde le portrait, les murs, l'horloge, les 4 ou 5 assiettes, le petit peu de linge de l'armoire. Et elle pleure comme elle veut. Ce n'est pas moi qui l'empêche de pleurer. La mère. Le plus jeune des petits dormait dans son berceau, c'est-à-dire dans une vieille caisse de produits alimentaires cédée par l'épicier du village. La sœur cadette habillait en poupée une pomme de terre, une des dernières à manger, et ne s'apercevait de rien. Mais l'aîné des trois, âgé de 7 ans, voyait tout de son coin, et brusquement il se précipita dehors pour crier « Maman a fait une poule qui crie! Maman a fait une poule qui crie !» Une voisine accourut, entra et vit la mère. Elle était appuyée au mur qu'elle déplâtrait de ses ongles, et elle regardait le mur d'en face, droite et blanche, l'air haineux. Elle avait rendu ainsi debout son quatrième, qui, encore attaché, vagissait à ses pieds sur le carreau rouge. La voisine ramassa l'enfant dans son tablier, le porta sur la paillasse du lit, et y poussa la mère. Et ce matin, lui dit-elle, vous laviez à la rivière? Y a-t-il du linge au moins chez vous? Un mauvais drap, une serviette? Non. Vous n'avez plus d'argent, plus de pain, plus de quoi faire du feu. Et votre homme, où est-il? Aucune nouvelle depuis 9 mois? La mère ne répondit pas. Elle regardait le plafond de ses yeux taris, d'enragés. Le petit point d'à côté.
Les cartes jetées, ils se disputent à l'auberge, quand Pierre, qui ne trouve plus ses raisons, se dresse furieux, secoue sa tête au-dessus de Gagnard et lui dit: Mais c'est comme pour la bataille de Solferino. Tu voudrais me faire croire que tu y étais. Tu y étais même pas. Gagnard se lève aussi. Répète un peu. Non, tu y étais pas. Si tu étais, prouve-le, malin. Gagnard saute lestement sur la table. Moi, Gagnard, je n'étais pas à cette bataille, dit-il en tapotant un vieux cadre pendu à un clou. Oh, tu biches, tu rages, dit Pierre, mais tu y étais pas. Gagnard, quoique exaspéré, se contient, reprend vent et, sûr de lui, il commence. Tu vois cette plaine? Oui, je vois, dit Pierre, et après. Et tu vois cette tour? Oui, dit Pierre, je vois, marche. De là-bas, poursuivit Gagnard, nous partîmes comme des chats pour arriver là-haut comme des lions. Oh, je connais ton histoire, dit Pierre, tu la récites par cœur. Alors il faut déloger l'ennemi, dit Gagnard lancé. De cette poutre, notre général, celui qui a des bottes et une culotte blanche, nous la montre du doigt. Sous le feu fourni des Autrichiens, qui causent dans nos rangs de cruels ravages, un tambour joue des airs patriotiques sur son instrument national. Tiens, ici le drapeau flotte. Là, un chien se sauve. Ici, les chevaux, les affûts, les caissons s'écrasent pêle-mêle. Là, ma compagnie s'avance en bon ordre pour décider la victoire. Et mon capitaine, mortellement frappé par un éclat d'obus, tombe, le sabre haut à la renverse. Et ici, là où je pose mon pouce, derrière les baïonnettes au bord d'un nuage de fumée, regarde ce petit point noir. Le vois-tu? Et quand je le verrai, dit Pierre. Alors, mon vieux, dit Gagnard, si tu le vois, tu me vois. Ce petit point noir, c'est moi. Ah, c'est toi, dit Pierre. Bon, je veux bien, admettons. Et ce petit point noir d'à côté, qui est-ce? Gagnard, collé au mur, la tête vide comme un œuf percé, ne répond rien. Espèce de farceur, lui dit Pierre. Tu prétends que tu es un Solferino et tu ne sais seulement plus qui peut se trouver à côté de toi. Oh, tu ferais bien mieux d'avouer tout de suite que tu y étais pas, de te taire ta langue et de battre les cartes. Le portrait. Ce qui me frappe d'abord chez ces pauvres gens, c'est un portrait de Victor Hugo collé au mur entre la cheminée et le plafond. Le grand homme, celui que j'aime par-dessus tous, croise les bras et regarde avec pitié cette famille de misérables. Et peut-être qu'il les aide à vivre. Ils n'ont rien lu de lui. Victor Hugo était-il plus qu'un évêque ou qu'un ministre? Ils l'ignorent. C'était quelqu'un dont on parlait beaucoup dans le petit journal et qu'on a enterré aux frais de l'État. Voilà ce qu'ils savent. Et dès qu'ils lèvent la tête vers l'image, elle les réconforte. Elle remplace le bon Dieu que personne ne voit jamais, qui a tort de ne pas se montrer plus souvent, et peu s'en faut qu'il ne l'a pris. Ainsi nous sommes égaux dans une même foi. Leur culte m'attendrit, et les yeux au portrait, je crierai: mais vous êtes de braves cœurs, et j'embrasserai la femme et les petits, si le père ne me disait à temps: ouais, je l'ai mis pour boucher le trou du tuyau de poêle. La goutte. Comme je l'aide à rentrer son bois et que nous ramassons les dernières bûches, Papo me dit: Tu restes manger la soupe? Et je réponds: Avec plaisir, car je n'aime pas les cérémonies, Papo non plus. Il fait sa soupe lui-même. Il accroche une marmite d'eau sur le feu
Il y jette une poignée de sel et des légumes. Il tire de l'arche un pain entamé et il commande de souper avec son couteau dans une écuelle de fines larmes, langues égales. On croirait qu'elles sortent, légères, du rameau d'un menuisier. Je sais que pour les réussir comme lui, il faut une longue pratique. As-tu faim me dit-il. Oh, j'ai tellement faim que je ne me retenais pas. Je mangerais tout sec, sans lard et sans légumes, les copeaux farineux de l'écuelle. Papo me dit: En veux-tu un pour patienter? Non, non, merci, faites votre soupe. Tout à l'heure, je lui dirai 2 mots. Actif, il se dépêche. Il va tremper ses doigts dans la marmite et goûte. Il revient tailler le pain de l'écuelle. Il a chaud et s'essuie d'un tour de bras avec sa manche où pendent des brins de racines. Et peu à peu, je m'occupe moins de la soupe. Je suis distrait par l'éclosion d'une perle sur le front de Papo. D'abord modeste, elle ne brille que d'une faible éclat entre ses 2 sourcils. Et je vois qu'elle se déplace et roule et suit la pente inévitable que lui offre la nature. Et bientôt elle miroite au bout du nez, ronde, claire et digne d'enrichir l'oreille d'une femme, car ce n'est pas une perle fausse. Puis elle a l'air de ne plus tenir que par un fil. Enfin elle tombe dans l'écuelle sur le pain de la soupe. L'écuelle était trop large et le coup de manche arrive trop tard. Aussitôt ma bouche, pleine de faim, se dégonfle. Pas assez l'appétit. Je n'ai plus qu'à chercher un prétexte pour m'en aller. Et si je ne trouve rien, je m'en irai quand même, car Dieu n'exige pas que je mange mon pain à la sueur du front des autres. Coronat. Autrefois, il y a des années, le régisseur Hubert, jeune alors et plein de vie, ne manquait jamais de dire à la fin de chaque repas: Finis coronat opus. De ses courtes études au collège, il n'avait guère retenu que ces 3 mots. Il pouvait les traduire exactement: finis la fin, coronat couronne, opus l'œuvre. Cela signifiait: j'ai bien mangé avec appétit la bout à l'autre de mon déjeuner. La dernière bouchée ne valait pas moins que la première. La fin était digne du début. Longtemps, cette maxime lui parut claire et commode. Il expliquait en famille, aux amis, sans se tromper, comme pour dire: Vous le voyez, il me reste quelque chose du latin que j'ai appris. Et ce fut le sens du mot opus qui s'obscurcit d'abord. Hubert ne trouvait qu'avec peine le mot correspondant. Il le perdit tout à fait. Opus n'était plus qu'un son étranger, un sou percé, cassé, rouillé, sans valeur. Bon, supprime opus, dit Hubert. Et il prit l'habitude de refuser une moitié de pomme, un verre de liqueur en ces termes: Finis coronat. Cela suffisait. Personne ne regrettait le reste. On devinait encore qu'Hubert voulait dire: Merci, c'est pour une fois, j'en ai jusque-là. Et ceux qui avaient la tête la plus dure comprenaient au moins l'un des 2 mots, le mot finis. Finis, je finis, ça va de soi, n'importe qui, un enfant saisirait. Quant au mot coronat, peu à peu inintelligible, il frappait par sa sonorité et son mystère. Quel sens lui donner? À quoi servait-il? Nul ne savait, mais chacun souriait de confiance, car il faisait bien à sa place. Il fit mieux encore. Dès qu'Hubert s'avisa de le prononcer seul, il rejeta décidément finis, inutile et banal, et ne garda que coronat. Et aujourd'hui, la marque originale d'Hubert devenu vieux, ce qui le distingue des autres hommes du village,
c'est de répondre à tout propos Colonnade, colonnade. Il ne dit plus ni oui, ni bonjour, ni ça va, ni au revoir. Il dit colonnade. Il remue sa tête blanchie et pousse son colonnade comme un grognement familier appris en classe ou en nourrice. La cascade. Les étrangers se lèvent tous trois de bonne heure et quittent l'auberge ficelés et raides sous le harnais. D'un pas de conquérant, ils marchent droit à la cascade. On l'a reconnue hier soir. On va la mettre dans l'album, à côté du pont des Fées, du tilleul géant, de la roche au corbeau et de la pierre de Charlemagne. Oui, c'est irrévocablement le tour de la cascade. Le père s'arrête et fait un signe. Le fils, qui portait le pliant, l'installe d'aplomb. Et il ouvre l'ombrelle blanche qu'il tiendra toute la séance sur la tête de sa sœur. Et la jeune fille est déjà prête. Elle attend les ordres de son père. Debout, l'œil clair, il étudie rapidement le site pittoresque. Puis, du doigt, d'un geste vif, il touche çà et là le feuillet d'album dirigé par le bref. Ici un rocher, à gauche une racine, pas. L'écume plus à droite, un peu de ciel au coin. Ainsi il transmet en détail le paysage à sa fille. Elle se dépêche, elle veut suivre, et les genoux serrés, courbés invisibles sous l'ombrelle de son frère qui ne remue pas, elle reprend de la couleur avec frénésie, comme on pique une plume dans un encrier sec. Elle peint, sans regarder. Le goûter de 4 heures. Alfred, vrai touriste, ne craint pas le soleil. Il grimpe les sentiers depuis midi et ne s'arrête que pour admirer la nature par le viseur de son appareil photographique. Puis il repart, peinant de plus en plus sous le poids des vues magnifiques qu'il porte sur son dos. Vers 4 heures, il arrive à la maison forestière du repos de la côte et demande une limonade. Et tandis qu'il s'éponge et boit à se faire mal, les faneurs entrent dans la cour, car c'est l'heure de goûter. Ils touchent leur chapeau de jonc par politesse et viennent s'asseoir à la même table qu'Alfred, à l'autre bout. La servante apporte des verres, du pain, une carafe de vin noir et une platée de fromage blanc. Et les faneurs, silencieux, le plus âgé d'abord, se taillent des tranches de pain épaisses et larges et se font des tartines. De la pointe du couteau, ils écartent le fromage semé de fines herbes vertes. Ils prennent garde qu'il n'en tombe et ils rattrapent promptement ce qui déborde. Et ils coupent dans la tartine des morceaux réguliers où le fromage éclate de blancheur et tremble sur le pain. Puis cela disparaît sans toucher aux lèvres minces et rasées dans leur bouche profonde, et il n'en vient à celle de Félix que de l'eau aigre, jusqu'à ce que le plat soit vide, essuyé, net. Les faneurs mangent en s'appliquant, et ils ménagent aussi leur vin. Le goûter fini, ils ont du mal à se lever. Ils restent encore un peu et se frottent les mains sous la table. Et comme Alfred se prépare, sans avoir l'air de rien, à les photographier, il observe obliquement, lui, son appareil et sa limonade gazeuse, avec le sourire de Voltaire. Le maçon. Incapable de l'imiter, je voudrais le comprendre. D'abord, ce qui m'étonne, c'est que de son marteau pointu des deux bouts, il ne se greffe pas l'œil et ne se tape jamais sur les doigts.
Puis d'un coup de ruelle, il flanque une première gifle de mortier au mur. Vite il la ramasse et de nouveau en frappe le mur. Avec plus de soin, il la ramasse encore pour l'appliquer au même endroit. Et c'est maintenant une succession de gifles rapides qui diminuent chaque fois, marquent et sonnent de moins en moins, jusqu'à la dernière petite chiquenaude donnée d'un geste machinal qui colle sans éclat et reste. L'homme est là depuis 5 heures du matin. Il ne s'en ira qu'à 7 heures du soir. Et il ne perdra rien de sa journée. Il fera le jardinier, il se plantera pour sa consommation personnelle des pois jusqu'à ce que dans la nuit noire, il ne distingue plus ses pieds de la terre. Ah, j'ai bel air, les mains dans mes poches, une fleur aux lèvres à le regarder. Sans doute, je risque de recevoir au nez un peu de ciment. C'est crâne. Espèce de fainéant, saute donc sur une pioche. Rends-toi utile. Tâche de suer au moins pour ta santé. Coupe ta mauvaise herbe des allées. Tu mangeras et tu dormiras mieux. Et j'attrape une pioche. Aussitôt le chien aboie. Il me reconnaît. Les rideaux d'étamine. Enfin, M. Pouc allait se reposer et vivre, car on ne vit pas à Paris dans les bureaux. Il avait sa retraite, il possédait sa maison de campagne si désirée. Il était presque installé, il venait de prendre son premier repas d'homme libre et maître chez soi. « Je me réserve la salle à manger, dit-il à sa femme. La fenêtre ouvre sur le jardin, c'est de toutes nos pièces la mieux aérée, et quand il pleuvra, je m'y tiendrai pour dormir, rêver, faire ce qui me plaît. » Bien, mon ami, lui dit sa femme. Moi, je préfère la cuisine. Elle seule, elle est plus spacieuse que notre appartement au 5e de la rue Hervieux. Était-il petit? Mais je me demande par quelle grâce du ciel nous n'y sommes jamais morts étouffés. Nos volailles ici seront mieux logées. Donne-moi une semaine encore pour mettre de l'ordre et rien ne clochera. Qu'est-ce que tu fais là dit M. Pouc. Madame Pouc, droite sur une échelle double, vissait des pitons dans la croisée. Tu le vois, dit-elle placidement, je pose mes rideaux. Tu poses des rideaux à cette fenêtre, à ma fenêtre? Oui, dit-elle, et à toutes les autres. Oh, sois sans inquiétude, l'échelle est solide. M. Pouc, qui était assis, un journal à la main, se dressa de surprise. Comment, espèce de garce, cria-t-il. Tu t'imagines que j'ai travaillé comme un chien jusqu'à mon âge, économisé sou à sou de quoi acheter cette maison de campagne et ce jardin, ces arbres, ces fleurs et son ruisseau, pour que tu viennes me boucher ma vue et me cacher mon soleil avec tes guenilles? Allez, dépêche-toi de botter tout ça tout de suite, entendu, vieille bourrique, si tu veux pas que je les jette dans le feu et toi dehors. Madame Pouc ne se le fit pas répéter 2 fois. Elle descendit de son échelle plus vite qu'elle n'y était montée.